Quelques participants branchés. Fait que, bienvenue en fait à ce lancement, hein. C'est pas, dans le fond, j'ai été choisi, je ne sais pas si c'est moi qui étais le plus volontaire dans tout ça, mais pour lancer la trousse, dans le fond, la nouvelle trousse Choisir avec soin, c'est une campagne, hein. Fait que, Choisir avec soin, ils ont des campagnes qui font sur une base pas mal annuelle. Puis nous, récemment au Québec, on s'est créé notre comité directeur qui est associé, là, je vais vous en reparler un peu plus tard, mais avec le Collège québécois des médecins de famille. Finalement, on a été mandaté d'ouvrir la campagne aussi au Québec en même temps que celle du Canada. Fait que c'est pas une trousse qu'on a faite nous-mêmes. J'en reparlerai un petit peu plus tard, mais ça avait été fait là, centralement là, avec le groupe Choisir avec Soin Canada. Fait que, c'est ça. Peut-être les petites consignes webinaires. C'est ça, les caméras, ça ne me dérange pas si vous les laissez fermer, surtout si vous voulez économiser un petit peu de bande passante. On va avoir une période, ça ne me prendra pas l'heure entière à faire ça, là, parce que, comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement une formation médicale continue. Je vais vous expliquer quand même les outils. Fait que ça va prendre peut-être quelque chose comme 30 minutes. Puis après ça, si vous voulez, on pourra prendre le temps pour discuter, poser des questions. Fait que ça va être un bon moment pour échanger aussi. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez prendre le chat. Je ne serai pas nécessairement en mesure de le suivre pendant que je présente, mais Marie-Josée, Annabelle, qui travaille avec nous dans le comité Choisir avec soin, pourront peut-être faire le tour des questions, puis peut-être faire un résumé à la fin là, si c'est nécessaire. Fait que je me présente, Samuel Boudreau, je suis un médecin. Je suis dans le comité Choisir avec Soin Québec. Je ne me considère pas nécessairement comme un grand orateur ou un sommité là, dans le domaine que je vais présenter aujourd'hui, qui est dans le fond la discussion de niveau de soins. La campagne, si vous aviez compris avec Il est temps d'en discuter, on va parler de discussion de niveau de soins, puis dans le fond de planification préalable là, des soins dans un contexte de maladie chronique et maladie sévère. Mais dans le fond, je suis un clinicien terrain, je suis un médecin de famille. Fait que je pense que c'est justement surtout ça euh, qui me représente. Puis je suis un peu particulier dans le sens que j'aime les données probantes. Je suis un bizarre. Moi, j'aime ça, là, les valeurs P, puis lire des articles. Puis tellement que je suis allé faire une maîtrise en EBM là-dedans. Fait que j'aime ça aussi placer à chaque fois que je présente. C'est peut-être ce qui est un peu particulier. C'est ce que vous allez souvent, ce que les gens ressentent quand que je fais des présentations, c'est cet amour pour les données probantes. Fait que comme tout présentateur, on parle des conflits d'intérêts. Je n'ai pas de conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique, diagnostic. Là. Je ne reçois pas d'argent de personne, mais j'ai des affiliations avec certains organismes, dont l'Université Laval. Je suis responsable d'érudition pour le programme de médecine familiale. Je suis responsable aussi d'un cours au prix clinique. Je suis au Collège québécois des médecins de famille. Probablement qu'une bonne partie d'entre vous aussi le sont. Si vous avez entendu parler de ce midi webinaire, fait que je suis dans la pratique éclairée au Collège québécois des médecins de famille, puis aussi je suis dans le groupe Choisir avec soin, le volet Québec. Puis sinon, je suis avec TopMF, fait que je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme en ligne de formation médicale continue, fait que j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais une fois. Fait que c'est pour ça que je vous en parle. Je suis éditeur pour eux. Si vous ne connaissez pas, vous irez voir ça. C'est bien intéressant. Fait que pourquoi parler de discussion de niveau de soins? Je pense que si vous êtes ici, c'est parce que vous vous en préoccupez aussi. C'est clairement important de parler de ça. C'est source, je veux pas, hein, de la maladie. Il y a beaucoup d'incertitudes associées avec ça. Les patients, surtout quand ils commencent à sentir qu'ils ont des pertes fonctionnelles, qui deviennent de plus en plus malades, ça peut générer beaucoup d'anxiété pour eux et pour leur famille. Puis, le titre de la campagne, hein, c'est « Il est temps d'en discuter ». C'est peut-être un peu voulu avec l'image, je trouve quand même qu'il est bien fait aussi avec le sablier et tout ça. C'est parce que souvent, c'est sûr que ça prend du temps. Hein, discuter de maladies chroniques, de pronostics, de niveau de soins, qu'est-ce qu'on va faire. On se projette dans le futur aussi. Fait que des fois, les patients ils ont un petit peu de difficulté à comprendre pourquoi on est en train de faire ça. Mais oui, ça prend du temps, mais en même temps, je pense qu'il faut le voir comme un investissement de temps. Puis c'est un peu ça
la trousse aussi va essayer de mettre de l'avant parce que beaucoup de nos soins qu'on fait en fin de vie qui ne sont pas nécessairement ce que les patients auraient voulu si on l'avait demandé. Fait que, ça va nous faire un gain de temps dans un deuxième temps si on prend le temps de s'assurer qu'après ça, les tests qu'on fait, les traitements qu'on fait, c'est vraiment ce qui était désiré puis pertinent pour notre patient. Clairement, ça va augmenter aussi la satisfaction. Hein, ça, je pense que vous le savez. C'est justement, il y a beaucoup de stress associé à ça. Mais si on peut essayer de diminuer ce stress-là, ben, ça va souvent aider nos patients. Puis, ben, je pense, moi, ce que je vois aussi beaucoup comme clinicien, c'est je ne l'ai pas dit, là, mais je travaille aussi aux soins intensifs là, à l'hôpital de Joliette. En fait, je n'ai même pas dit que je travaillais au GMFU Saint-Charles-Borromée non plus, là, qui est à Joliette. Là. Je travaille dans une unité d'enseignement, puis je travaille aussi aux soins intensifs, mais on en voit quand même beaucoup de patients chez qui on a comme l'impression que il y a comme une discordance entre ce qu'ils nous disent qu'ils veulent pour eux dans la vie, puis ce qu'on est en train de faire aux soins intensifs, à mettre des amines, à des fois intuber des patients, à se dire, ouais, mais ça ne fait pas de sens. Fait que, il y a beaucoup, comme clinicien, beaucoup d'incidents. En tout cas, je ne sais pas si vous, ça vous rend inconfortable, mais moi, ça me rend clairement inconfortable quand je sens que, ben voyons, on est en train d'en faire beaucoup, puis ce patient-là, je l'écoute parler, puis il me semble que ce n'est pas ça qui semble dégager de son discours. Fait que c'est des points qui sont importants. Puis pourquoi penser à parler de maladies graves, peut-être dans les autres choses justement que la trousse de choisir avec soin discute, c'est au niveau de l'enseignement, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances associées avec justement la réanimation cardiovasculaire, la ventilation mécanique, un peu les soins de fin de vie, même les soins palliatifs. Il y a beaucoup d'inconnus pour les patients, beaucoup de mythes qui est associé à ça. Puis on s'entend, les patients, l'enseignement qu'ils ont sur la réanimation cardiovasculaire, c'est souvent ce qu'ils voient à la télévision. Hein, il y a quand même eu des sondages faits à ce niveau-là. Puis il y avait beaucoup des patients, je pense que c'était 60% dans les sondages, qui disaient que le plus gros de leur enseignement, c'est ce qu'ils ont vu à la TV. Mais là, à la télévision, dans les romans fiction à la télé, c'est pas toujours ce qui est très réaliste là, de ce qu'on peut faire dans les séries comme ER ou Trauma ou ces choses-là. Vous savez que c'est pas nécessairement la vraie vie. Puis, ben, au final, quand on questionne comme il faut, ben, on se rend compte que la plupart surestiment les bénéfices associés avec la réanimation cardiovasculaire, puis vont sous-estimer aussi les risques associés, les risques de séquelles. Puis, sinon, l'autre chose, c'est qu'il y a souvent une discordance. Hein. Ce qu'on remarque beaucoup, c'est qu'il y a une discordance entre les volontés du patient, puis finalement ce qu'ils subissent comme soins, surtout en fin de vie. Fait c'est quelque chose certainement qu'il faut qu'on se questionne. Puis ben, il y a plusieurs mouvements qui sont en train. En fait, aujourd'hui même, j'ai vu passer que dans un autre RUIS, dans le RUIS McGill, il y avait une présentation exactement sur le même sujet. Puis, c'est aussi, j'ai vu passer des choses avec l'INES que je vais vous reparler un petit peu plus tard aussi. Puis, il y a plusieurs choses là, qui se passent avec les niveaux de soins. Puis, je pense que c'est très pertinent là, de nos jours. Puis c'est sûr, choisir avec soin, la mission, hein, c'est d'éviter de faire des traitements qui sont inutiles ou potentiellement nuisibles. C'est d'éviter de faire des tests aussi qui sont potentiellement nuisibles. Puis, ben, c'est clair que ça commence par s'assurer qu'on fait les tests que le patient veut, que ça fit finalement avec les volontés de notre patient. Puis c'est probablement là que si on fait attention, qu'on va être capable d'éviter beaucoup de ces tests-là superflus. Puis ces traitements-là aussi. Fait que je vous l'ai dit au début, j'aime les données probantes, fait que je n'aurais pas accepté de présenter cette trousse-là si elle n'était pas fondée sur de ces données-là. Puis, en gros, il y a deux outils surtout qui ont pris Choisir avec soin quand j'ai révisé leur trousse. On parle d'une revue systématique qui a été faite là, par l'American College of Physicians aux États-Unis. Puis, je vais vous reparler un petit peu de ce qu'ils ont essayé de trouver là-dedans, mais sinon, le guide de discussion de maladies graves qu'ils ont mis de l'avant, c'est basé sur les travaux d'un laboratoire aux États-Unis qui s'appelle le Ariane Lab.
la misère à le dire, il y a comme un D dans le milieu qui, je trouve, qui ne fit comme pas, mais en tout cas, c'est comme ça s'appelle. Je vais vous le montrer plus tard là, dans le guide si vous voulez voir d'où ce que ça va, puis voir ce qu'ils font comme travail. Mais c'est justement, c'est une équipe qui a travaillé sur valider finalement une façon, une approche avec les patients qui ont une maladie grave et qu'on a besoin de discuter de niveau de soins avec eux. En gros, ce que disent les données probantes là-dessus, prendre le temps, bien, justement, c'est associé avec une meilleure qualité de vie, des soins qui s'harmonisent mieux, meilleure gestion des deuils aussi. Souvent, aux soins intensifs, on voit ça, des patients qui ont comme 15 tomes d'épais parce qu'on a encore des dossiers papier chez nous, d'antécédents, puis que sont en fin de vie aux soins intensifs. Puis on a des familles qui sont comme hey, comment ça, qui est en fin de vie aux soins intensifs? Il me semble qu'il n'allait pas si pire avant. Des fois, ça fait des deuils qui sont comme précipités parce que justement, on dirait que ça n'a pas été discuté de façon évolutive avec la maladie. Puis sinon, ben, comme clinicien, ce qu'on peut faire, ben, c'est sûr que notre rôle, c'est surtout, là, je pense, on n'a pas fait de tour de table et tout, mais j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup de cliniciens de première ligne. Fait que, des médecins de famille au bureau, des choses comme ça. Fait que, ça, c'est sûr que notre rôle, on n'est pas nécessairement en train d'en parler aux soins intensifs à l'urgence, mais de commencer ce dialogue-là pour que les patients commencent à comprendre un petit peu des termes, de quoi qu'on va parler, déjà de commencer la réflexion. Je pense que ça, c'est un rôle qu'on a qui est très important. Faire l'éducation aussi, remettre un peu les choses en perspective, de remplacer les images qu'ils ont de la télévision pour peut-être plus y aller avec quelque chose qui est plus près de leur pratique, là. Puis, ben, sinon, ce qui a été comme type données probantes, je vous dirais, c'est justement les guides de discussion que je vais vous parler qui ont été validés avec des patients. Il y a une approche qui est plus acceptée et acceptable, qui est compréhensible. Parce que c'est souvent, comme clinicien, hein, on a l'impression qu'on est très clair. Comme là, moi, j'ai l'impression que vous allez tout comprendre ce que je vais dire, mais on a un langage tellement technique. Des fois, on parle une langue complètement différente pour le patient. Puis même avec nos mots qu'on considère comme plus simples, ça peut être des fois très difficile à comprendre. Fait que d'avoir ce guide-là, justement, qui a été validé avec des termes, avec des mots qui ont été compris par les patients et qui ont été acceptés comme étant positifs, mais c'est bon signe. Fait que dans le fond, la recommandation, parce que vous savez, Choisir avec soin, ils font toujours des recommandations assez claires, fait que ça passe souvent de ça. Fait que là, la recommandation dans le cas de la discussion au niveau de soins, ben, ça va de soi, là, mais de ne pas commencer le traitement sans avoir établi le pronostic, les préférences, les objectifs de soins d'un patient, puis tout ça dans le but de justement éviter les tests, les traitements potentiellement nuisibles, puis de les consigner à notre dossier. Le rationnel, j'en ai pas mal parlé. Fait que tout ce qui est choisir avec soin, il y a plusieurs sociétés qui participent. Dans ce cas-ci, il y en a une trentaine de mémoires. Ça, c'est la liste qu'ils m'ont envoyée ce matin. Fait que vous allez être content de savoir qu'il y a la Société canadienne des céphalées qui a participé à ça, ou Société canadienne du rachis, quand même. Fait que vous voyez que ça couvre large, c'est ce qui est beau. Mais il y a aussi le Collège des médecins de famille du Canada, dont nous faisons partie au CQMF. Puis que vous savez, le but, c'est que c'était très représentatif. Je fais des petites blagues avec les céphalées, les rachis, mais c'est important que le monde soit tous à travers ça. Fait que, comme je vous dis, c'est une campagne. Souvent, les campagnes de Choisir avec soin viennent avec une trousse, puis des outils. Puis, il y en a quand même plusieurs dans ce cas-ci. Peut-être l'outil central, c'est le guide de discussion. Fait que je voulais vous le présenter là, peut-être en plus de détails. Puis les autres, c'est plus des outils peut-être d'information aux patients. Fait qu'on pourra y aller un petit peu plus rapidement dans ceux-là. Puis vous pourrez les utiliser avec vos patients par la suite. De toute façon, si vous comprenez bien le guide de discussion. Guide de discussion, est-ce que c'est beau de voir qu'un outil peut tenir sur 2 pages? Hein? C'est beau ça, 2 pages, puis tout se dit là-dedans. C'est toujours positif de voir qu'on est capable d'être concis dans la vie. Je vais vous le montrer en format PDF parce que ça va être plus facile de zoomer. Fait qu'en gros, en fait, deux pages. Justement, la première, c'est les étapes de la discussion. Puis la deuxième page, c'est les formulations suggérées, comme je vous disais, là, le laboratoire, c'est le Ariadne Lab qui ont fait ce guide-là à la base.
Puis peut-être que vous avez plusieurs, tu sais, ceux qui sont en GMFU, entre autres à l'Université Laval. Chez nous, en tout cas, il y avait eu ce projet-là, là, c'est avec un grand groupe de recherche qui s'appelle Metalarc, puis c'est Pan-Canada et États-Unis. Puis dans le fond, c'était un peu l'équivalent de ce guide-là, parce que c'était basé aussi sur les mêmes travaux de l'Ariane Lab. C'est juste que les couleurs sont différentes. Il y a peut-être des petites formulations un brin différentes, mais c'est très, très, très semblable, en fait. Puis c'est un guide justement qui a été mis quand même souvent de l'avant. Il y en existe d'autres, mais celui-là est quand même bien fait. Fait que puis ces formulations-là ont toutes été testées avec des patients, puis justement ont été perçues comme étant euh, comme respectueuses et plus facilement compréhensibles des fois que des termes médicaux là, qu'on peut utiliser. Fait que je fais le tour avec vous à peu près c'est quoi le guide de discussion. Il y a des formations qui peuvent être suivies. Justement, quand je vous parlais de Metalarc, je vais vous en reparler plus tard, il y a des formations en ligne qui sont gratuites que vous pourriez aller faire en plus ample détail pour avoir plus justement d'exemples puis plus de façons d'utiliser le guide, mais je pense qu'avec un petit tour quand même, ça va vous aider, surtout que probablement que la plupart, vous en faites déjà en partie comme ça. C'est un guide qui se différencie, je vous dirais, avec l'approche que je dirais classique de discussion de niveau de soins, qui est un peu la méthode menu restaurant, là, que je vois encore beaucoup faire à l'hôpital. Mes collègues qui, bon, est-ce que vous voulez être réanimé, oui ou non? Est-ce que vous voulez avoir de la ventilation, oui ou non? Est-ce que vous voulez avoir été soins intensifs? Est-ce que vous voulez qu'on donne des antibiotiques? Ça, des fois, c'est difficile pour les patients à comprendre, puis ça va apporter souvent des choix qui sont moins basé sur les réelles volontés du patient. Fait que cette façon de faire-là, qui va être notre guide de discussion, est un peu inversée. Vous allez voir. On ne parlera pas des solutions avant d'avoir posé notre diagnostic. Des fois aussi, en médecine, c'est ça. On ne commencera pas à parler c'est quoi le traitement si on ne sait même pas ce que le patient a. Mais là, dans ce cas-ci, ce qu'on va vouloir savoir, c'est quoi les volontés du patient avant de suggérer quelle sorte de traitement peut être pertinent pour ce patient-là. Fait que la première étape, ça va être justement de faire une introduction. Fait que, bon, là, un peu ce qu'on. Parce que des fois, c'est perçu très difficilement par les patients. Hein, quand on commence à parler de niveau de soins, beaucoup de patients qui commencent à voir qu'on est en train de. On est en train de vouloir retirer les soins. Qu'est-ce qu'on. Puis ils perçoivent parler de mort, il y en a beaucoup qui trouvent ça difficile. Fait qu'il faut quand même un peu mettre la table, dire pourquoi qu'on fait ça? Qu'est-ce qu'on est en train de discuter? On n'est pas en train justement de dire qu'on va tout arrêter. Là. Ce qu'on veut savoir, c'est si jamais ça se détériore, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Se préparer finalement d'avance aux futures décisions qui risquent d'arriver. Puis, ben, comme dans tout entrevue motivationnelle, quand on parle d'obésité, quand on parle de tabac, quand on parle de drogue, d'alcool, de dépendance, c'est toujours bien de demander l'autorisation d'en parler parce que des fois, les patients ne sont pas nécessairement dans un bon moment pour parler de ça. Puis c'est correct. Ce n'est pas une urgence nationale. Hein, c'est justement, on veut que ça soit fait sur un bon moment, pas dans l'urgence, comme on fait malheureusement trop souvent. On discute ça dans l'urgence, mais c'est pas là, c'est le bon moment de le faire. On veut le faire d'avance. Fait que de demander l'autorisation, est-ce que ça vous convient qu'on parle de ça aujourd'hui? Ça, c'est la première étape. Après ça, ben, c'est de voir un peu qu'est-ce que le patient comprend de sa santé, qu'est-ce que le patient comprend de son pronostic. Est-ce qu'il sait un peu comment ça va évoluer sa maladie? Comment il est capable de se projeter? Est-ce qu'il pense qu'il y en a encore pour 15 ans avec nous? Est-ce qu'il voit que, oh, peut-être qu'en effet, la fin approche? Est-ce qu'il a commencé à penser à ça? Puis, demander aussi un peu, est-ce qu'il veut savoir un petit peu plus? Si des fois, il y a des patients qui ne savent pas trop ce qui se passe avec leur santé. Puis quand on leur demande, voulez-vous être au courant de ça? Est-ce que vous voulez qu'on vous en parle un peu Puis il y en a qui ça ne les intéresse pas beaucoup. Fait que c'est correct de le demander aussi, puis de respecter ça. Des fois, il y en a qui préfèrent que ce soit leur famille qui gère ça. J'ai déjà vu de ces situations. Après ça, ben, une fois qu'on sait ce que le patient pense de son pronostic puis de l'état de sa maladie actuelle, ben, c'est de présenter ce que nous, on pense comme cliniciens, ce qu'on a comme information, ce qu'on est capable de peut-être estimer comme pronostic. Puis, c'est sûr que il y a
quand on vient avec justement les formulations qui ont été testées, c'est important de nommer qu'il y a beaucoup d'imprécisions associées avec ça. On n'est pas capable de prédire avec certitude qu'un patient va décéder dans les 6 prochains mois. C'est très difficile de faire ça. Fait qu'il faut le nommer. On n'est pas en train de faire des prédictions à la Nostradamus. Là. On veut surtout juste vous donner un ordre d'idée. Puis la formulation va être particulièrement importante ici parce que des fois, c'est mal perçu si on ne montre pas que ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite. Là. Fait que, cette espèce de formulation-là, j'espère que ça ne sera pas le cas ou je souhaiterais qu'on n'ait pas besoin de parler de ça actuellement, mais je sens qu'il vous reste peut-être pas beaucoup de temps à cause de, disons, bon, l'Alzheimer, l'insuffisance cardiaque, peu importe c'est quoi la maladie de votre patient, de parler que c'est pas pas qu'on veut ça, mais c'est qu'on est rendu là, malheureusement. Puis qu'on veut surtout qu'il soit peut-être un peu plus outillé, un peu plus au courant de ce qui se passe là, avec sa santé. C'est sûr que c'est un moment souvent qui est très émotif parce que vous allez apprendre, si vous le faites souvent, vous allez vous rendre compte qu'on a souvent des visions très discordantes, les cliniciens, avec ce que le patient a réellement comme vision pour sa santé. Puis des fois, vous allez créer quand même beaucoup d'émotions là, associées au fait qu'il y a des gens qui se projettent encore des années, alors que dans les faits, ils ont un cancer qui est métastasique ou qui est avancé. Fait que des fois, c'est surprenant. Puis après ça, ben, on peut rentrer justement dans les enjeux, dans les dialogues, de parler de ses objectifs, de parler de ses craintes. Puis là, il y en a beaucoup qu'on peut explorer là-dedans. On peut explorer aussi avec sa famille. Est-ce que la famille est impliquée? Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'on a notre mandataire de près? Est-ce qu'on a parlé de la fin de vie, comment on voudrait que ça se passe à la maison, à l'hôpital, toutes ces choses-là. Puis là, ben, dans la partie formulation, justement, il y a plusieurs de ces exemples de phrases-là, mais au final, ce qu'on veut, c'est surtout voir un peu qu'est-ce qu'il y avait comme vision. Puis là, les classiques, ça va être de voir, ben, justement, il y a des patients pour qui la dignité est très importante. Il n'est pas question qu'ils soient plus autonomes puis qu'ils soient pris à vivre en établissement, dans un CHSLD ou dans une résidence là, pour personnes non autonomes. Fait que, souvent, ça va sortir là-dedans. Puis là, ben, c'est important, cette information-là, parce que ben, vous allez voir, c'est sûr que c'est un patient qui a très peur des séquelles, mais on ne proposera pas nécessairement d'emblée la réanimation cardiovasculaire dans ces cas-là. Puis ça, c'est ça. Comme vous voyez, il y a plusieurs questions. Des fois, ça peut être long, faire le tour de ces questions-là. Puis ce qui est important de savoir, c'est que c'est un processus qui peut être itératif. Là, on peut y aller un petit peu comme on sent où est-ce qu'on est rendu. On peut le découper par étapes aussi. C'est ce qui est recommandé aussi dans la formation que j'avais faite avec Metalarc. Puis, dans le fond, si on se rend jusqu'à juste voir un peu ce que le patient en pense, bien, c'est ça. Puis le prochain coup qu'on le verra, bien, on pourra aller plus loin, on pourra parler d'une autre, on pourra revoir un peu ce qu'on a parlé. Aussi, des fois, c'est bon de laisser des pauses, le temps de réfléchir, donner peut-être un petit peu d'informations. Fait que n'hésitez pas à le découper si vous voyez que ça prend beaucoup de temps dans votre entrevue, puis que vous n'avez pas nécessairement le temps de le faire au complet. Ce n'est pas grave. Vous pouvez la refaire dans un deuxième temps. Fait que c'est souvent la partie qui va être un peu plus longue, discuter de pas de tous les enjeux, mais disons les principaux pour le patient, voir un petit peu ce qu'il en comprend, des fois reparler un petit peu des risques de sa maladie à travers ça, qui ne seront pas les mêmes, dépendamment c'est quoi. Puis après ça, ben là, je pense que j'ai vu, en tout cas, au moins quelques résidents de chez nous se brancher. Fait que là, c'est là qu'on fait le résumé, la conclusion, un peu comme l'EMS, la phrase intégratrice. On refait le tour de ce que le patient nous a dit. On essaie de résumer tout ça, voir si on a bien compris. Puis on valide si on a réellement une bonne compréhension de ce qui est important pour lui, de ses valeurs, de ses volontés. Puis après ça, c'est là qu'on va parler de c'est quoi nos recommandations par rapport à ça? Vers quoi qu'on devrait aller en termes d'intensité de soins. Puis, c'est correct. Je me rappelle quand j'étais résident, on me disait ne jamais suggérer d'intervention aux patients, de toujours laisser le choix. Mais
on dit un peu de faire le contraire là, actuellement. Là. Ce qu'on dit, c'est que vous êtes le clinicien, c'est vous qui savez un petit peu plus c'est quoi. Puis vous allez, le plus important, c'est de prendre vraiment les valeurs, préférences du patient, puis d'arriver avec un plan qui fait du sens pour vous et pour lui. Puis de voir si ça y convient. Parce qu'après ça, c'est sûr que si vous avez mal compris un peu ce qu'il voulait, ben il devrait vous le dire. Là. Ça, c'est dans l'établissement justement du lien de confiance avec eux, puis c'est correct, puis c'est de dire, écoutez, moi, je vais vous suggérer quelque chose, si ça ne fait pas l'affaire, vous me le dites tout de suite. Là. Moi, je donne souvent l'exemple de, quand j'ai un problème avec ma voiture, je la porte chez le garagiste. Le garagiste me donne un diagnostic, puis me fait souvent une suggestion. Il va me dire ben écoute, c'est ton galloper qui est à changer. Veux-tu changer ton galloper? Ça va coûter telle affaire. Puis là, dans le fond, moi, après ça, je suis conscient de mes valeurs et préférences. Si c'est une vieille voiture, puis que j'ai pas vraiment d'amour, puis que ça coûte beaucoup d'argent, je dis, ben, garde, laisse donc faire, je vais m'en acheter un autre. Versus si c'est une voiture que j'ai beaucoup d'émotions associées, c'était ma première voiture, puis écoute, il s'en est passé des affaires dans cette voiture-là, des road trips, tout ça, il y a une valeur sentimentale, ben peut-être que je vais vouloir aller un peu plus loin. Fait que, il y a une partie qui, dans le fond, c'est lui l'expert qui me recommande de quoi, puis après ça, moi, comme client, ben, je peux décider un peu qu'est-ce que j'en fais de sa recommandation, mais comme médecin, on devrait un peu se poser dans la même façon, c'est de dire, ben, écoutez, avec ce que vous me racontez, je pense que la réanimation cardiovasculaire n'est probablement pas une bonne idée parce que vous m'avez parlé souvent que c'est important pour vous de ne pas avoir de séquelles, d'être autonome, de ne pas être dans un contexte de CHSLD. Ben, si jamais il vous arrive de quoi avec votre insuffisance cardiaque, vous finissez par faire un arrêt cardiaque, ben, les risques de séquelles vont être quand même pas mal importants. Là. Fait que, est-ce qu'on veut vraiment jouer avec le feu là-dessus? Puis là, ben, dans le fond, le patient, après ça, va pouvoir prendre sa décision. Après ça, ben, peut-être pour finaliser, le plus important, c'est probablement de confirmer votre engagement parce que souvent, les patients, quand on parle de niveau de soins, sentent qu'ils se sont un peu délaissés et ça peut créer ce sentiment-là chez eux. Fait que de prendre la peine de dire, mais faites-vous-en pas, là, avec tout ce qu'on a parlé, moi je suis avec vous à 100%, je suis votre médecin de famille, ça va toujours me faire plaisir d'en reparler avec vous, je ne vous laisserai pas tomber. Souvent, les gens ont l'impression qu'on enlève des soins, c'est plus qu'on, puis ça c'est important de le dire, on va continuer de faire tous ces soins-là pour vous, puis des fois, ça peut même valoir la peine de les nommer là, en soins palliatifs, des fois, on va faire ça. Là. Fait en gros, c'était pas mal ça pour le guide. Puis, si vous avez des questions, justement, le reste va aller relativement rapidement. Fait qu'on pourra prendre le temps là, de jaser de particularités sur le guide après ça. Puis, vous pouvez utiliser le. J'ai vu qu'il y en a qui ont commencé à mettre quelques questions dans le chat. Là, je pourrais y revenir aussi là-dessus. Fait que, sinon, ben, les autres outils qu'il y a dans la trousse, il y a les 4 questions qui sont souvent, dans le fond, dans pas mal toutes les trousses choisir avec soin, il y en a. C'est des genres de questions qu'on laisse sur une table. Là. Ils en font toujours pour les patients. Celle-là, c'est pour les patients. Puis, celle-là, c'est pour les cliniciens. En gros, c'est des questions un peu brise-glace quand on veut commencer une conversation sur une maladie grave. On peut utiliser ces types de questions-là. Une que j'aime beaucoup, c'est jusqu'où iriez-vous pour prolonger votre vie? Parce que c'est souvent, malheureusement, un choix qu'on a besoin de faire. C'est difficile de prolonger la vie de quelqu'un sans causer de l'inconfort. Fait que souvent, c'est quoi qu'on priorise? C'est-tu justement essayer de vous garder le plus confortable possible ou c'est justement d'essayer de maximiser votre longévité? Fait que c'est un petit peu les deux. Parce que un séjour aux soins intensifs, là, c'est pas une partie de plaisir. C'est sûr que des fois, ça peut valoir la peine quand on se dit justement, écoute, je vais passer une grosse semaine, puis après ça, quelques semaines à l'hôpital, mais ça va me permettre après ça de retourner à la maison, de continuer à faire mes affaires, c'est une chose, mais versus les patients qui sont déjà au bout du rouleau, ben là, des fois, c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est ça qu'il faut faire attention. Fait que ça, c'était pour les 4 questions. Sinon, ben, ils ont aussi fait un guide d'information, un feuillet, dans le fond, sur
quand on dit discuter de niveau de soins, discuter dans le cas de maladie grave, qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est quoi une réanimation cardiovasculaire? C'est quoi les risques associés, ces choses-là? Fait que ça peut être un bon outil, justement, si vous avez commencé une discussion, vous n'avez pas eu le temps de la finir parce qu'il y avait quand même beaucoup d'émotivité, vous pouvez remettre ça, dire, écoutez, lisez ça à tête reposée, prenez le temps d'y penser, puis on s'en reparle au prochain rendez-vous. Sinon, on a aussi, c'est mes collègues de Choisir avec soin Québec, Dr Bois, Geneviève Bois et René Whitmer, qui ont fait une vidéo cet été dans le contexte du COVID. Ils se sont rendus compte justement qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu surpris de leur compréhension de c'était quoi de la réanimation cardiovasculaire. Fait qu'ils ont fait une vidéo sur YouTube. Ça prend à peu près 12 minutes, je pense, de mémoire. Puis ça parle, c'est beaucoup une vidéo d'information finalement pour le patient là-dessus. Fait que je l'ai mis dans la présentation. Puis il est aussi dans les documents de l'INES. C'est un des vidéos qui suggère. L'INES aussi a sorti quelque chose cet été là-dessus. C'est un guide justement de toutes les ressources qui existent pour discussion de niveau de soins, donner l'information aux patients, tout ça. Puis c'est quand même bien fait. Souvent, comme les documents de l'INES a passé un peu en dessous du radar, là. J'ai vu passer ça cet été, mais en effet, c'est souvent, ça n'a pas été fait avec tambours et les trompettes, disons. Ça passe des fois, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais c'est ça. Il y a quand même beaucoup de ressources là-dedans. Là. Ça peut être vraiment un bon point de départ si vous voulez vous former plus. Puis sinon, ben, Dr Whitmer, là, qui a fait la vidéo, est aussi venu avec nous à Top MF pour parler de discussion de niveau de soins en contexte COVID. Fait que là, je n'ai pas beaucoup parlé de tout ce qui est pronostic associé avec l'arrêt cardiaque et tout, mais il en parle, en fait, dans cette vidéo-là. Ça dure à peu près 30 minutes. Fait que ça peut être, des fois, si vous voulez vous former un petit peu là-dessus, puis avoir des chiffres un peu à donner aux patients, ça peut être un bon point de départ. Puis, voilà, fait que tout ça va se retrouver sur cette adresse-là, qui est valide depuis hier. Comme je dis, actuellement, ils font la même chose pour le Canada anglais. Fait que dans le fond, tout ça va partir en même temps. Fait que si vous voulez aller voir la trousse, la campagne, tout est là sur cette adresse-là que vous aviez aussi sur les autres slides là, en fond. On a une période de questions. On va pouvoir faire ça. Peut-être aussi, je vous mets l'évaluation de l'activité. Puis, dans les choses, c'est quand on va poser les questions, peut-être on se demande un peu comment vous avez su pour cette formation-là, qu'est-ce qui vous a, sur quel média vous avez entendu parler de ça. Fait que si vous avez des questions, on n'est pas un si gros groupe, on peut faire ça à micro et caméra ouvert, ça ne me dérange pas, versus ceux qui sont en train de manger et qui ne veulent pas qu'on les voit manger, on peut faire ça aussi par chat. Je pense qu'il y a moyen de lever la main. Je peut-être Marie-Josée, tu vas peut-être pouvoir m'aider un peu à gérer la période de questions. Là, si tu vois les mains, je pense que ce que je vois Anne-Marie, je pense, qui vient d'ouvrir sa caméra. Fait que ça, peut-être que. Oui, on a une question de Sandrine. Tu peux y aller, Sandrine? Oui, merci. En fait, je voudrais bien ouvrir ma caméra pour vous la poser, mais je pense que ça a été désactivé parce que je ne suis pas capable. Bon, voilà. OK. En fait, j'avais 2 questions, mais la première, je l'ai posée dans le chat. C'était plus de savoir c'est quoi le rôle que peut prendre la famille là, dans ces discussions-là, puis est-ce qu'ils sont parfois inclus dans les rencontres à ce sujet, mais aussi des fois dans un contexte peut-être plus aigu, là, s'il y a comme un accident, puis c'est parce que ça rejoint mon autre question qui serait juste me questionner en général sur la facilité pour les patients de se projeter dans l'avenir comme ça, parce que des fois, comme vous avez mentionné, c'est pas toujours facile à comprendre pour eux, puis des fois, ils se voient vivre encore longtemps, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus rapproché qu'ils pensent, et alors qu'ils pensent que dans 10 ans, ça sera pas tant important pour eux, là, s'ils deviennent... s'ils perdent de l'autonomie dans 10 ans, ils ne veulent plus être là, mais admettons, s'ils perdent de l'autonomie la semaine prochaine, mais ils ne sont pas prêts à partir tout de suite. Fait que, comment vous faites un petit peu pour gérer ça? Je ne sais pas si c'est clair comme question, mais... Oui, bien,
sincèrement, à force d'en parler, par exemple, ça devient de plus en plus clair pour eux. Puis, tu sais, peut-être dans ta question, il y avait plusieurs choses. Un, on ne prend pas une décision de niveau de soins sur dans 10 ans, on essaie de la prendre sur maintenant. Tu sais. Fait que si le patient il dit qu'actuellement, il n'est pas prêt à ça, bien actuellement, de base, son niveau de soins pourrait être qu'on fait de la réanimation, même si, comme médecin, justement, tu dis oh my God, me semble que c'est intense. Tu sais, j'en ai des patients qu'on continue fort, fort, fort avec eux aux soins intensifs, alors que dans les faits, on le voit bien des fois qu'on est dans un mur, là. Mais écoute, il n'est pas rendu là, il n'est pas rendu là. Puis là, ben, il faut voir pourquoi des fois il n'est pas rendu là, parce que des fois, c'est une peur, puis qui se traite. Au final, la peur de mourir, en s'explorant, des fois, on est capable de la diminuer. Il y a des gens qui ont peur de mourir, mais c'est entre autres parce qu'ils ont peur pour leur famille. Fait que là, des fois, justement, comme dans ta question, entre autres, tu parlais de la famille, bien, des fois, en intégrant la famille là-dedans, bien, ça permet de les rassurer. Puis, bien, écoute, oui, je vais m'ennuyer de toi, maman, mais en même temps, je te vois souffrir, là, je trouve pas ça le fun non plus. Fait que des fois, on est capable de travailler ça versus d'autres qui ont peur, c'est la souffrance associée avec la mort. Puis là, ben, tu dis, bien, écoutez, faites-vous-en pas, là, si vous décédez, là, la première chose, le plus important pour moi, ça va être que vous ne souffrez pas à travers ça. Je vous le garantis. Je suis sûr que vous n'allez pas souffrir parce que, dans le fond, ça va être ça notre priorité. T'sais. Fait qu'on est capable des fois de les rassurer sur des choses, mais versus si c'est vraiment qu'on n'est juste pas prêt à mourir, parce que là, je n'ai pas donné l'exemple, mais j'ai souvent des patients qui me disent ah, mais là, écoute, là, je sais que je suis malade, je sais que je suis bedridden, là, je ne peux plus sortir de mon lit, mais j'ai un mariage qui s'en vient là, de ma fille. Bon, là, en COVID, peut-être un peu moins, mais avant, c'était ça. J'ai un mariage, puis je vais absolument être là. C'est important pour moi. Ben, écoute, on va faire notre maximum pour que tu sois capable de te rendre jusque-là. Là. Fait que puis la famille, après ça, pour ta question que tu as mis sur le chat, faut que ça vienne du patient. Hein, ça peut pas être la famille qui s'interpose dans la discussion de niveau de soins. Il faut que ça soit avec mais c'est rare, là, je te dirais, ça arrive peu souvent que le patient ne voudra pas qu'on inclue la famille, mais sinon, ben, souvent, je leur dis plus de le faire eux-mêmes. Quand c'est possible. Quand c'est pas possible, puis que là, on est en cas d'inaptitude, mais là, ça, c'est clair que ça va être la famille qui va prendre la décision. Oui. Ça répond-tu un peu, Sandrine? Oui, ouais? Merci. Okay. Il y avait Anne-Marie qui avait la main levée. En tout cas, je ne sais pas si Marie-Josée, tu avais vu d'autres personnes ou c'était pas mal. Non, c'est bon pour Anne-Marie. Okay. On y va. Bonjour, ben, en fait, je ne sais pas si vous me voyez, là, mais bon, ouais. moi, je ne me vois pas. C'est un peu stressant. En fait, bon, juste mettre en contexte, moi, ça fait presque 20 ans que je pratique, puis je travaille en GMF, en soins hospitaliers aigus, puis en CHSLD depuis un peu moins d'un an, depuis la pandémie, en fait. En fait, moi, je ne sais pas si c'est une question plus qu'une réflexion. Moi, ce que je constate beaucoup, c'est, on parle de niveau de soins, on voudrait que cette décision-là soit une décision éclairée. Le problème, c'est qu'on réalise que souvent, les patients ne comprennent pas bien c'est quoi, qu'est-ce que ça représente, ont des attentes irréalistes par rapport à la médecine, ont des attentes... des attentes irréalistes, ne comprennent pas bien. Puis moi, j'ai beaucoup à faire avec ce que j'appelle un IM délégué, c'est-à-dire en CHSLD, souvent les patients sont plus aptes à décider. Puis là, donc, c'est des familles et qui comprennent, des fois, on a un problème, moi, je suis à Laval, donc des fois, on a un problème aussi de langue. Hein? Donc, on a l'impression que la décision, elle n'est pas éclairée d'une part parce que la communication linguistique pure n'est pas simple. Deuxièmement, parce qu'on n'a pas l'impression que les notions sont bien comprises cognitivement par les décideurs. Puis parce qu'en plus, il y a clairement des enjeux émotifs qui viennent brouiller les cartes, des enjeux, en pandémie, des enjeux de culpabilité face à l'absence de contact avec les proches ou même avant la pandémie, quand on est rendu que son aîné est en CHSLD, on a une culpabilité de ne pas être capable de s'en occuper à la maison, de ne pas être capable de le visiter aussi souvent, blablabla. Et des fois, on sent qu'on étire une sauce dans l'optique de ah ben, je vais peut-être avoir le temps d'aller le visiter, puis je vais peut-être... En tout cas, bon.
Donc, donc, ça devient difficile d'avoir l'impression qu'on fait face à une décision éclairée de la part des décideurs. Et ce vers quoi ça m'amène comme question, c'est dire, elle est où la limite de ce que... Parce que pour avoir eu un cas en CHSLD pendant la pandémie d'un homme relativement jeune, mais avec une encéphalopathie anoxique post-AVC massif et tout ça, donc un patient qui ne communique plus, qui ne mange plus, qui est gavé, un contexte d'un patient haïtien, donc déjà, il y a un contexte culturel aussi. Et là, on est dans un contexte où il vit en CHSLD. Lui ne peut absolument pas communiquer ses volontés. Et là, il attrape la COVID et on est avec un patient qui est en CHSLD à un niveau de soins A. Et là, ça fait comme pas de sens. Là, le comité d'éthique qui a été impliqué, tout ça pour dire, je parlais avec l'éthicienne qui me disait, vous savez, vous n'êtes pas tenu de tout offrir. Parce que c'est toujours ça, c'est qu'on sent qu'il faut qu'on offre un buffet à volonté aux patients. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut juste ne pas offrir aussi avec bienveillance et connaissance? Exact. Bien, c'est tout à fait vrai. Puis, tu sais, comme c'est ça, moi, je suis aux soins intensifs, des cas comme que tu parles, j'en vois là, sur une base régulière, malheureusement. Puis tout ce que tu as nommé, c'est tellement vrai, là, dans le sens que il y a plein d'affaires là-dedans qui peuvent faire en sorte qu'on aille trop loin dans certains. Puis après ça, est-ce qu'on, tu sais, parce que la question est bonne, médico-légalement, est-ce qu'on est obligé de tout offrir? La réponse, c'est non. Maintenant, de retirer un soin, ça doit être fait avec le consentement de la famille ou du patient s'il est apte à consentir. Qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, j'ai pas à l'offrir, mais s'ils me le demandent, je ne peux pas le retirer sans leur accord? C'est ça que tu veux dire? Non, c'est plus, disons, je te dirais, justement, il est gavé actuellement, donc j'arrête de le gaver. Ça, c'est un retrait de soins. Ça, on ne peut pas faire ça de façon médico-légale sans le consentement de la famille. Tout à fait. Maintenant, le but étant de ne pas le débuter. Exact. Fait que s'il n'est pas gavé actuellement, bien, c'est correct de ne pas offrir lorsque c'est considéré comme futile au niveau médical. D'où toute l'idée du guide de discussion, de ne pas faire comme tu disais, mettre ça, tout ça, puis on fait ça, on fait ça. Non, non. On discute de c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut pour ce patient-là, c'est quoi ses valeurs. Là, là dans cet exemple-là, c'est pas lui qui est capable de le dire pour lui, mais qu'est-ce qu'on veut pour notre père? C'est quoi qu'on souhaite? OK. On souhaite justement, puis là, des fois, à travers ça, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont irréalistes. Là, on ne peut pas, tu sais, comme justement cet exemple-là de dire, ben, on a un père qui, disons, dément, puis qui est alité, puis là, on aimerait ça pouvoir retourner en voyage à m'amener avec lui une fois que le COVID. Non, mais attendez, là, tu sais, ça, c'est impossible que ça l'arrive, là, dans le sens que s'il est au CHSLD actuellement, ça va continuer à se détériorer. Il ne pourra pas ressortir. Fait que là, de retravailler ça un peu avec eux jusqu'à temps qu'on soit sur la même longueur d'onde sur c'est quoi la réelle attente qu'on va avoir avec lui. Puis après ça, commencer à parler puis de suggérer justement des cas. Puis là, ben, dans ce qu'on a parlé, si on veut vraiment qu'il ne souffre pas, parce que souvent ça va finir avec ça, ben, on serait peut-être mieux justement de ne pas le réanimer si jamais il arrive de quoi, parce que ça peut amener encore plus de séquelles, des longues hospitalisations, des séjours aux soins intensifs qui sont douloureux. Fait que le contraire de ce qu'on faisait, qui était justement le menu à la carte, bien là, on va suggérer ce qu'on pense qui fait du sens médicalement. Donc, on n'offrira pas des choses qui sont futiles. Puis ça, c'est éthique de faire ça. Tu sais, souvent, les gens, justement, ils pensent que c'est de diriger, mais non, ce n'est pas de diriger parce que justement, vous savez un petit peu c'est quoi qu'on souhaite. Tu sais. Ce qui ne serait pas éthique, c'est de diriger ce qu'on pense qui est bon pour le patient. De juste dire, ben là, ça n'a pas d'allure ce que vous me dites là, les affaires de vouloir te faire ça pour le mariage, moi, ça ne fait pas de sens pour moi. Je dis non, non, ça on ne peut pas faire ça. C'est porter des valeurs sur ce qu'on. Mais après ça, si on pense que ça fait qu'ils comprennent que c'est libre et éclairé, bien, clairement, de ne pas offrir un soin, de le dire, bien, dans ce cas-là, on ne fera pas de réanimation s'il arrive de quoi, au moins qu'il soit au courant. Puis là, si ça se braque, bien, on verra. Mais ouais. Fait que moi, en tout cas, depuis que j'ai commencé, parce que c'est une façon que je fais depuis, j'avais une formation il y a plusieurs années là-dessus, puis c'était un peu ça qui avait commencé comme à suggérer de plus parler des valeurs, de plus parler des préférences, puis après ça, de parler de qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le contexte. Ça a changé ma vision, puis c'est beaucoup moins frustrant comme discussion que de comme
dire. Là, fait qu'il y a comme beaucoup de frustration associée à ça. Hmm. Je sais pas Est-ce que y a-t-il une autre main de levée? C'est parce qu'on ne voit pas. Ben, moi, j'en vois pas d'autres. Là. Je sais pas si... Est-ce qu'il existe une forme de parce que je réalise, il y a aussi quand on est face à un choix de niveau de soins qu'on considère, nous, comme médecins, mais comme être humain aussi aberrant, parce qu'on est un être humain avant tout. Existe-t-il comme une façon, comment dire, une plateforme, un moyen d'en discuter avec quelqu'un de complètement... comment dire, désengagé pour avoir des fois, parce que je pense à un exemple d'un jeune de 22 ans avec une encéphalopathie, un état quasi neurovégétatif qui vit en CHSLD suite à un accident de moto, tu sais. Puis là aussi un contexte de famille religieuse et qui voulait qu'on traite toute pneumonie d'aspiration en disant, comme s'il nous disait, ben finalement, on veut que ça soit Dieu qui le prenne. Là, c'est comme, ben oui, mais c'est Dieu qui envoie sa pneumonie. Tu sais, c'est comme tu veux qu'il meure de quoi, là, sinon, là, je veux dire, à la rigueur que... tu sais, je sais pas, parce que c'est sûr qu'il y a un engagement... Il y a toujours... ultimement, il y a notre réaction d'être humain aussi qui vient teinter ça. Puis notre relation émotive via un patient qu'on a l'impression qu'on fait souffrir, ou du moins que certaines décisions font souffrir. Il existe-tu des... Tu sais, outre les collègues, est-ce qu'il y a des plateformes un peu... En effet, je pense que pour répondre à la question de s'outiller d'autres avis médicaux, ça va aider. Là, justement. C'est sûr que dans un contexte de CHSLD, c'est souvent un petit peu plus difficile à faire, mais à l'hôpital, du moins, demander des consultants, d'avoir plusieurs gens qui disent un peu la même chose. C'est écoutez, là, fait que des fois, ça fait travailler un petit peu les valeurs des gens, puis ça ne nous rend pas tout seuls là-dedans, parce que pour avoir eu à gérer des plaintes de patients, de familles, de patients justement qu'on aurait comme laissé tomber, là, alors que c'est ça, c'était de l'acharnement. Là, mais tout ça pour dire que quand tu es tout seul là-dedans, ça paraît souvent pas mal plus mal que quand tu as comme plusieurs médecins qui ont passé dans le dossier et qui ont dit un peu toute la même affaire. Fait que ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est les comités d'éthique. Je pense que justement, vous avez fait appel au comité d'éthique. C'est souvent, disons, je ne sais pas s'il y a des gens de comité d'éthique actuellement, mais un peu décevant parce qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose de plus que nous, parce qu'au final, ils nous disent qu'il faut faire cheminer la famille. Puis c'est vrai. Mais c'est ça. Mais il n'y a pas... Malheureusement, en effet, la loi dit qu'on a le droit comme médecin de décider qu'il y a de la futilité médicale et de ne pas offrir un soin. Mais maintenant, si ce soin est déjà en cours, c'est difficile à retirer de façon légale. Puis, ben, on le fait une fois de temps en temps. Là, puis c'est comme, c'est ça, c'est risqué. Là. Mais tu sais, c'est risqué. On ne pas faire des réanimettes. Des réanimettes. Ben, c'est ça. Oui, aux soins intensifs, on en fait souvent, là, des réanimettes. Oui. Mais. OK. Ouais. C'est pas facile. C'est sûr que c'est pas la majorité des patients pour qui c'est ardu d'établir un niveau de soins, mais on reste toujours en tête avec nos exemples là, de complètement. Il y a 20 ans de pratique, on en a beaucoup des exemples qui s'en greffent beaucoup. Non, je sais, c'est difficile. Puis, il y a souvent un contexte quand même, en effet, religieux, culturel. Ça va souvent avec ça. C'est de retravailler tout ça. Puis ça prend plus de temps, mais sincèrement, justement, on est mieux de prendre ce temps-là que de sentir tout cet inconfort-là associé. Puis des fois en équipe, l'autre approche, là, comme là, j'ai parlé des médecins, consultants, mais au CHSLD, c'est peut-être justement l'équipe de soins, les infirmières, de tout avoir le même un peu discours, approche, de reparler. C'est comme faire de l'entrevue motivationnelle avec un patient qui veut arrêter de fumer. On va y parler souvent de ça de façon très polie et des fois même humoristique, là, mais de juste comme faire cheminer ça, de ne pas juste faire des grosses rencontres. Puis oui, c'est vrai, Marie-Josée, elle a mis ça dans le chat, mais il y a une communauté de pratique pour les intervenants en CHSLD. Ça peut aider avec les EQMF. Elle est très, très active. J'en fais pas partie, mais j'ai mes collègues qui en font partie. Puis c'est une des belles exemples de communautés qui fonctionnent. Moi, j'ai peut-être une question, Dr. Boudreau. Vas-y, Camille. Fait que, c'est ça, moi, je suis résidente R1 en médecine de famille
dans le même MF là, que Dr Boudreau, puis je fais mon projet de réédition là, sur le niveau de soins. Fait que ma question, ça serait, dans le fond, la théorie, en gros, pour la discussion du niveau de soins, c'est pas la première fois qu'on en entend parler, puis on la sait, mais je me demandais, en fait, des fois, ce qui est choquant en tant que résident ou en médecine, des fois, c'est d'avoir la conversation, puis finalement, souvent, le patient, en fait, il ne sait pas plus nécessairement qu'est-ce qu'il veut. Ça prend quand même un temps de réflexion, puis c'est bien normal. Mais je me demandais s'il y avait un taux vraiment de réussite là, plus haut avec cette approche-là, puis si ça avait été amené dans les études EBM. Je ne sais pas s'il y a un taux plus élevé de. C'est parce que là, c'est quoi que tu mesures? C'est que tu mesures le temps avant d'arriver à une discussion ou tu mesures, en fond, le taux de satisfaction associé? C'est sûr que ce qui a été mesuré, c'est justement plus le taux de satisfaction en termes de comment c'est perçu comme discussion, parce qu'il y a beaucoup de frustration de la part du patient aussi. Là, comme je vous dis, j'ai un patient récemment, en fait, qu'on avait essayé d'inclure dans l'étude là, que je vous parlais, qui était en cours dans notre UMF. Puis ça a été une réaction là, importante. Il y avait beaucoup de déni associé, mais une frustration là, au point où ce qu'il disait, ça faisait 10 ans que je le suivais, c'est un patient que je vois très souvent, puis que j'avais un bon contact avec lui, puis là, il ne voulait plus que je le suive, tout ça. C'est juste parce que j'ai effleuré l'idée qu'il n'était pas immortel, là, fait que c'est sûr que cette façon-là va peut-être permettre de diminuer un petit peu ces réflexions très fortes-là. Maintenant, est-ce que ça va prendre moins de temps? Non, parce qu'on ne veut pas que ça prenne nécessairement moins de temps. Ce que ça va marcher bien, ce genre de guide de discussion-là, c'est justement si on le fait sur un longitudinal. C'est une mauvaise idée de faire ça. C'est sûr qu'à l'hôpital, je le fais un petit peu de la même façon, là, mais ce n'est pas là qu'on va s'attendre qu'il va être efficace. C'est si on le fait vraiment sur un bon bout de temps. Fait que, ça va permettre ça. Puis comme je vous dis, on peut le séparer. Fait que ça peut prendre plusieurs séances, ça peut prendre plusieurs intervenants, de donner des fois un petit peu d'informations, d'envoyer vers les vidéos pour qu'ils comprennent un petit peu mieux, comprendre que c'est une décision importante. Moi, je le vois vraiment comme d'arrêter de fumer. Là, des fois, tu ne peux pas prendre ça sur un coup de tête non plus. Fait qu'il faut entamer cette discussion-là. Puis si vous le faites comme clinicien de première ligne, bien, après ça, quand on a le temps de le faire à l'hôpital, bien, déjà, ils ne tomberont pas de leur chaise probablement, puis ils n'auront pas l'impression que c'est la première fois, comme on entend souvent ça. Est-ce qu'on vous a, souvent, je commence par ça, est-ce qu'on vous a déjà parlé de ça, de réanimation ou de niveau de soins, puis la plupart des patients me disent non. C'est impossible. C'est déjà marqué dans leur dossier niveau de soins B. Il y a sûrement quelqu'un qui a discuté de ça avec lui à quelque part. Mais c'est comme perçu comme si on n'en avait pas parlé. Fait que de le faire de façon proactive, puis de toujours en revenir à ça, même quand on fait des demandes de coloscopie, même quand on fait, au final, ça revient avec qu'est-ce qu'on veut avec notre patient. Est-ce qu'il voudrait se faire opérer, ce patient-là, alors qu'il nous a déjà dit qu'il n'est pas question qu'il rentre à l'hôpital? Bon, on n'ira pas y faire des tests supplémentaires. Fait que je ne sais pas si ça répond quand même un peu. C'est voulu pour que ça soit quand même long comme technique, puis que ça prenne du temps. Mais il ne faut pas se fâcher si justement le patient il a besoin de plus de temps. Il faut s'arrêter justement et dire écoutez, prenez le temps d'y penser. Je vais vous en reparler là, parce que c'est important qu'on s'entende là-dessus. Mais c'est correct de prendre un break puis de continuer à y parler, de penser à ça, puis de s'en reparler à maner quand on va être rendu là. Oui, ça répond. On dirait que je cherchais comme comme un argument de plus là, pour encourager à utiliser cette discussion-là. Mais ouais, merci. Fait que, puis on pourra s'en parler pour ton projet, mais c'est un outil. Il y en a d'autres, mais en gros, c'est souvent les nouveaux, les plus contemporains sont souvent dans ce style-là, justement. Puis ça fait plus de sens, je trouve, que le menu à la carte, là, qui est malheureusement souvent assez frustrant à utiliser, à part quand c'est des patients qui ont déjà eu une bonne discussion avec quelqu'un, puis que là, quand tu vas y parler de ventilation, on dit il n'y a pas question, j'ai parlé avec mon médecin de famille, puis il m'a dit que ça, j'allais être longtemps aux soins intensifs, puis ben oui, c'est vrai. Puis, souvent, les patients qui sont très bons dans le menu à la carte, c'est parce qu'ils en ont déjà parlé ou qui ont des bonnes connaissances, puis c'est pas tout le monde à qui
Ça arrive. Fait que je ne sais pas, on est à il y a pas mal 1 heure, je ne sais pas. Marie-Josée, je pense qu'on. Je n'ai pas vu d'autres mains levées non plus. Là. Je ne sais pas si j'en ai manqué, je ne pense pas. Non, Fait il n'y que, avait pas d'autres mains levées. Fait que, OK. dernière chance, sinon on va conclure, effectivement. C'est bon. Puis pensez à faire l'évaluation, c'est toujours important. Rétroaction, hein, on est là-dedans, on aime ça. Puis, vous pouvez aller voir ça sur Internet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samuel, pour la présentation de la trousse. Vous pouvez la trouver effectivement sur le site web du CQMF. Puis, nous vous remercions de votre participation aujourd'hui. Salut. Bonne discussion de niveau de soins.